Michel Georget, vous étiez professeur de biologie, vous avez écrit le livre Vaccination, les vérités indésirables. Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper particulièrement de la question vaccinale? Eh bien, j'étais professeur de biologie, donc, mais j'ai eu la chance, étant jeune père de famille, de rencontrer un médecin de famille qui n'était pas un fanatique des vaccinations. Et lorsque je lui posais la question, mais alors, est-ce qu'on vaccine ou est-ce qu'on ne vaccine pas? Il répondait, oui, bon, écoutez, je vais vacciner votre fille, mais documentez-vous. Vous verrez, les vaccinations, ce n'est pas la panacée. Et bon, il y a des risques. Documentez-vous. Alors, comme j'étais biologiste, ça tombait bien, puisque j'avais accès aux bibliothèques universitaires. Et j'ai rapidement observé que le discours qui était écrit dans les livres de biologie qu'on utilisait dans les collèges et les lycées ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Surtout lorsque on a eu accès aux documents de Pasteur, de ses carnets de laboratoire, puisque la famille de Pasteur a donné à la Bibliothèque nationale ses cahiers de laboratoire. Et on s'est aperçu à ce moment-là que, eh bien, l'auréole dont qu'on avait accordé à Pasteur, eh bien, n'était pas tout à fait justifiée, parce qu'il y a eu, bien sûr, des expériences qui étaient un peu truquées, et ça a été vu par l'examen des cahiers de laboratoire. Par la suite, eh bien, lorsque je suis arrivé en retraite, comme j'avais pas mal d'amis, y compris dans le corps médical, qui savaient que j'avais des documents sur ces sujets-là, ils m'ont demandé de battre ça par écrit. Ils m'ont dit, il ne faut pas garder ça pour toi, il faut écrire un livre. Donc j'ai passé les 4 premières années de ma retraite pour rassembler d'abord la documentation la plus récente, et puis ensuite rédiger ce livre. On parle beaucoup du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Qu'en est-il exactement? Le cancer du col de l'utérus, alors d'abord, c'est un vaccin qui n'est pas directement contre le cancer du col de l'utérus, mais contre l'infection du col de l'utérus, qui peut, à terme lointain, entraîner, dans certains cas seulement, un cancer du col de l'utérus. Alors, ce sont les derniers vaccins mis sur le marché, et moi, mon cheval de bataille, je dirais, c'est l'information. Il faut que les personnes auxquelles on propose, voire à qui on impose des vaccinations, eh bien, soient informées des risques de la maladie, bien entendu, mais aussi des risques et de l'efficacité des vaccinations. Or, dans le cas du cancer, dans le cas du col de l'utérus, eh bien, ça n'est pas fait. C'est une véritable propagande avec des inexactitudes et même de véritables mensonges. Un seul exemple, on présente souvent le cancer du col de l'utérus comme le deuxième cancer féminin derrière le cancer du sein, ce qui est évidemment sont des propos effrayants, alors qu'en réalité ce n'est pas vrai du tout. C'est vrai à l'échelle du globe, parce que la plupart, au moins 80% de ces cancers sont dans les pays en voie de développement, mais ce n'est pas vrai du tout pour les pays développés. Et dans l'Europe occidentale, eh bien, selon les pays, le cancer du col de l'utérus est au 14e ou 15e rang des cancers féminins. Donc il est très loin du cancer du sein. Alors parmi les manques d'informations concernant ce vaccin, il y a tout d'abord le fait que, un peu comme pour l'hépatite B dont on a beaucoup parlé également, eh bien l'infection par les papillomavirus est spontanément réversible grâce au système immunitaire, sans aucune séquelle. Et c'est vrai aussi donc pour l'hépatite B. Et lorsque l'infection conduit à des altérations de la muqueuse du col, eh bien, des lésions peuvent apparaître, bien entendu, à différents stades, mais il faut savoir qu'à tous ces stades, une régression spontanée peut également se produire. Ces pourcentages sont les suivants. Lorsque les lésions sont du premier stade, eh bien, il y a 60% de régression spontanée. Alors, les 40% qui restent peuvent donc évoluer si on ne traite pas vers un stade 2, où là, 40% sont encore réversibles. Puis au stade 3, 30% sont encore réversibles. Et à la fin, évidemment, si aucune précaution n'est prise, si aucun traitement n'est envisagé, eh bien, ça peut, bien entendu, à ce moment-là, évoluer en un cancer invasif du col de l'utérus. Alors, bien entendu, ce sont des propos qui sont quand même beaucoup plus rassurants que de dire ce cancer est le deuxième cancer féminin derrière le cancer du sein. Et puis, ce qui est dramatique aussi, c'est qu'il y a des informations qui n'apparaissent nulle part.
j'ai trouvé par exemple sur un site officiel du ministère de la Santé du Canada que pour les vaccins d'une façon générale, et c'est vrai aussi pour ce vaccin contre les papillomavirus, aucune recherche concernant la toxicité sur la reproduction et la toxicité sur ce qu'on appelle la reprotoxicité, eh bien, n'est requise pour les vaccinations. Or là, nous avons affaire à des vaccins qui touchent la sphère génitale. Et ce qui est à craindre, c'est qu'on se retrouve dans quelques années peut-être avec des problèmes comparables à ceux qui ont été engendrés par le Distilbène. Vous savez, ce médicament, cette hormone de synthèse qui a été prise par les femmes il y a une trentaine d'années pendant leur grossesse et qui ont conduit à des cancers pour ces femmes et surtout à des anomalies génitales et à des cancers chez la descendance. Les filles de ces mères qui ont été traitées par le Distilbène ont eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, et on en est aujourd'hui à la génération suivante, aux petits-enfants, dont les filles et même les garçons peuvent présenter des anomalies de l'appareil génital et voir des développements de cancer. Et on a donc là un exemple de transmission à travers les générations d'une toxicité d'un médicament, et il n'est pas du tout impossible qu'une telle toxicité soit retrouvée aussi pour le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup.